Europe 1 Soir, Wilfried de Villers. 19h39 sur Europe 1, des produits locaux et de saison, une nourriture plus végétale et des réflexes anti-gaspi. On n'y pense pas toujours, mais ce que l'on mange et la façon dont on cuisine a un impact direct sur le changement climatique. Mais s'il y a bien un endroit où l'on peut agir facilement, c'est bien dans notre assiette et dans celle que les chefs nous préparent dans leur restaurant. C'est le panorama de la soirée. Comment adapter notre alimentation tout en continuant à se faire plaisir, et à quoi aussi ressemblera la cuisine de demain dans un monde où il fait toujours de plus en plus chaud. Bonsoir Julien Sebag. Bonsoir, comment allez-vous ? Ça va très bien, et vous ? À merveille, merci. Voilà, vous êtes chef de plusieurs restaurants parisiens, dont Tortuga, chez WAM ou encore Créature sur le toit des Galeries Lafayette. Avec nous également en studio, le diététicien nutritionniste Charles-Antoine Winter. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes ancien chef cuisinier et professeur aussi en technique culinaire. Charles-Antoine Winter, quand on parle en 2023 d'une cuisine bonne pour le climat, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a pris conscience déjà que ce qu'on mettait en soi pouvait avoir un impact collectif. Et aujourd'hui, on fait surtout référence à l'impact carbone. Voilà, donc il y a quand même de nombreuses associations qui ont fait ce travail de calcul de l'impact carbone de notre choix alimentaire. Est-ce que un régime alimentaire méditerranéen était intéressant ? On a pu le comparer à celui d'Okinawa, le comparer à la junk food, etc. Et les conclusions sont assez formelles. On a le GIEC qui vient confirmer tout ça. Et donc effectivement, on a une alimentation qui peut certes flatter les sens, mais si elle n'a aucun sens collectif et écologique, c'est voué à sa perte. Ça veut dire forcément moins de viande dans l'assiette, Julien Sebag, une cuisine bonne pour le climat ? Oui, moi j'ai constaté aussi également, je rebondis sur ce que vous venez de dire, que quand elle est bonne pour le climat et qu'elle est aussi logique de manière environnementale, elle a aussi des saveurs qui sont décuplées, parce que quand on mange consciemment, je pense qu'on mange mieux et que ça a un impact positif même sur nos sens directs. Tout à fait. Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est que c'est pas punitif. Ça veut dire qu'on peut quand même se faire plaisir en mangeant, par exemple, moins de viande, en faisant attention à ce qu'on met dans notre assiette. C'est important, ça aussi, de bien rappeler, Charles-Antoine Winter, qu'il n'y a rien de punitif dans juste s'adapter, avoir plus conscience de ce que l'on mange. Je pense que le fait de s'ouvrir à la conscience ne peut pas être punitif. Quand on regarde, et je le vois avec mes nombreux patients, ils vous disent qu'ils aiment manger, ils courent après le plaisir, etc. Mais ils ne font que profiter de choses sans en avoir conscience, et donc ils n'ont jamais assez. Et c'est un peu le drame, je dirais, de la surconsommation. Et donc effectivement, ce qu'on fait la plupart du temps, c'est sûrement pas arriver sur du punitif, ça fonctionne pas, on le sait très bien. Le terme régime est interdit aujourd'hui dans la déontologie diététique. On parle de mode alimentaire, donc on a bien compris que c'était une bêtise. Le côté très paternaliste. Par contre, ce qu'on a compris, c'est qu'en fait, il faut ramener les gens à la conscience qu'ils ont. C'est-à-dire que manger, on est souvent éduqué dans notre façon de manger, c'est un conditionnement. On va être conditionné par nos attirances de goût. Entre autres, ça va conditionner notre microbiote, qui va conditionner notre goût. Bref, c'est des cercles vertueux ou plutôt délétères. Et donc, le seul moyen d'aider les personnes, en fait, c'est pas de leur dire moins de viande ou si, c'est de leur dire, attendez, est-ce que vous aimez manger ? Oui, très bien. Pourquoi vous aimez manger ? Le goût ? Parfait, c'est normal. Le goût se trouve où ? En bouche. Super. En combien de temps mangez-vous ? En 5 minutes. Ok, reçu. Donc en fait, on les ramène à la conscience du moment. Le goût, c'est pas juste la saveur. C'est l'ouïe, c'est l'odeur. Après, on tombe sur la gastronomie, l'art de la table, avec la beauté de la vaisselle. Madame ou monsieur ravissant avec un nouveau tablier qui a pris le temps de nous faire. Et en fait, on se nourrit de tout ça. Si on se nourrit de tout ça, alors on va commencer à tomber dans un respect de soi-même. Et quand on tombe dans un respect de soi-même, on tombe dans une alimentation qui est bienfaitrice pour soi. Et chose fabuleuse, c'est que ce qui prend soin de la santé humaine en alimentation dans l'assiette prend inévitablement soin de l'environnement. Et là, je rejoins Julien. En fait, c'est juste du bonheur. Quand vous prenez le temps et que vous partez du principe qu'une fois à table, vous faites tourner le monde autour de vous. Parce que ce que vous mettez en vous, d'abord, vous permet de jouir de façon certaine. Et deuxièmement, vous permet de prendre soin de vous. Waouh, c'est ce que je dis à mes patients. Normalement, le plaisir va avec la santé. Mais sauf qu'on a quand même un peu l'impression que c'est pas encore rentré dans les mentalités. Tout ça, la consommation de viande en France a augmenté encore en 2022 pour la seconde année de suite, plus 0,8%. Julien Sebag, il est dur de porter ce message parce que finalement, en France, c'est assez traditionnel de se dire tiens, je vais cuisiner, je prends un morceau de viande et puis je l'accompagne ensuite de quelques légumes verts. On pense pas forcément à l'inverse. C'est compliqué ce changement des mentalités. Je pense que c'est assez compliqué. Après, l'avantage avec des protéines telles que la viande, c'est que c'est assez simple de réalisation
Et puis ça il y a un effet waouh avec la réaction de Maillard. Déjà, notamment, la réaction de Maillard, c'est le fait d'avoir sur une poêle chaude avec une protéine animale cette croûte qui va se créer, qui est hyper juteuse et qui est satisfaisante. Ça, on l'a facilement avec la viande et à faire griller, enfin, rien de plus simple que faire griller un morceau de viande, alors que sublimer un légume et en avoir une énorme satisfaction, ça demande peut-être un chouïa plus de savoir-faire culinaire peut-être, donc ça fait un peu plus peur en tout cas, je pense. Donc il y a aussi savoir rééduquer à la base à la cuisine et à repréparer. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que préparer son repas amène une satisfaction énorme et immense et reconnecte avec ce qu'on va manger et un impact très fort. Donc, je ne saurais pas expliquer pourquoi il y a une consommation en os de la viande. De la viande. Par contre, ce dont je suis persuadé, c'est que il y a, en tout cas, quand c'est bien fait, il y a un attrait pour le végétal, pour d'autres alternatives. Et puis il ne s'agit pas que d'arrêter la viande, mais de l'accompagner un petit peu différemment, d'arrêter peut-être un peu le modèle. Mais justement, qu'est-ce que vous proposez, vous, dans vos restaurants? Est-ce que vous avez des plats un peu phares pour remettre un peu le légume au cœur de l'assiette? Parce que c'est ça qui est en jeu aussi. Oui, bien sûr. Moi, mes cartes, elles s'articulent énormément autour du végétal. J'ai un restaurant végétarien qui s'appelle Créature sur le toit des Galeries Lafayette à Haussmann, qui est ouvert uniquement en été. Et qui propose uniquement une carte végétarienne, mais l'enjeu c'était de proposer quelque chose de végétarien, mais qui soit gourmand, qui soit varié, qui soit un peu sexy, et de montrer que le légume n'est pas uniquement diététique, healthy, etc., mais qui peut être aussi un peu junk food et un peu porn food comme on dit. Et du coup, on a des aubergines qui sont rôties avec des sauces sésame et des salades ultra gourmandes avec des assaisonnements forts. Je pense que les assaisonnements, c'est hyper important pour remettre de la vie aux légumes ternes qu'on a connus vapeur. Il suffit de les rôtir un peu au four avec un gros filet d'huile d'olive et amener du citron, un bon vinaigre de cidre et de la fleur de sel par-dessus. Et n'importe quel légume est sublimé et bien plus gourmand qu'une viande ultra grasse et bien plus saine. Et puis il suffit pas et puis finalement il faut se rendre compte qu'il suffit pas d'être un grand chef pour pouvoir faire des légumes vraiment sexy et goûtus. Et puis après il faut s'adapter aux saisons. En fait, on peut aussi allez-y, on peut aussi faire ça de chez soi. En fait, c'est pas une cuisine uniquement pour ce plaisir avec les légumes. C'est pas uniquement dans les restaurants. Il y a aussi des recettes assez simples à faire chez soi. Oui, bien sûr. Je pense que ce qui est important, c'est de s'écouter, suivre son porte-monnaie, suivre les saisons, et puis essayer de se faire confiance un petit peu. Et puis voilà, tout simplement, là, en fin d'été, il y a des très belles figues, vous entendez juste avant, et puis faire poêler ou faire rôtir quelques très belles figues avec un filet de miel et un peu de fromage, comme j'ai entendu tout à l'heure, c'est merveilleux et ça prend littéralement 3 minutes. Si on a un peu de romarin dans le jardin ou à côté à rajouter. Et puis franchement, on peut monter au sommet très vite. Mais ça fait du. Et puis si on suit les saisons et qu'on essaye d'être consciencieux avec ce qu'on fait, ça peut faire du bien aussi au porte-monnaie, parce que la viande n'est pas donnée. Charles-Antoine Winter. Ce qui est merveilleux, Julien, c'est qu'en fait, quand je vous écoute, et je suis complètement aligné, il y a un plaisir avec le végétal, mais qui est hyper diversifié, parce que quand on réfléchit, une réaction de Maillard sur une viande, ok, reçue, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on tourne vite en rond. Et je pense que ça dénote justement un certain manque de culture culinaire des Français, et puis la science a aussi sa part à jouer dessus, puisqu'elle a été très dogmatique, et que finalement aujourd'hui on est à nouveau dans une période où il y a un stress latent, on le voit, bon bref, et donc que se passe-t-il? Tout de suite on va penser protéines, on va penser muscles, on va penser besoins caloriques, on va penser stockage, bref, en gros c'est des réflexes de peur, et donc il faut absolument qu'on remette en place une culture basée sur la science, et qu'on le montre aux gens aussi qui sont tombés dans une forme de routine gustative qui n'est pas viable ni pour eux ni pour l'environnement, et que finalement une assiette végétale, mamma mia, mais c'est juste du bonheur, en couleur, en relief, en texture, ça déchire. Et enfin et surtout, et je voulais revenir là-dessus, il n'est pas question d'interdire la viande, il est question de mettre la qualité. La qualité, ça veut dire quoi? Est-ce que mon éleveur fait partie des éleveurs qui suscitent tous les 2 jours en France? Ça veut dire pas, je me permets, ça veut dire pas forcément ne plus consommer de viande, mais moins consommer et mieux consommer, c'est ça l'enjeu? Et mieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire un animal respecté de son vivant. Ça veut dire un éleveur qui vit dignement,
Et en fait, finalement, de revenir sur des élevages extensifs. Et puis enfin et surtout comprendre que non, la viande n'est pas vitale. En nutrition, c'est pas impératif. Qu'est-ce qu'il y a comme alternative justement, Charles-Antoine Winter, face à la viande? Enfin, comment on remplace la viande dans notre alimentation quotidienne? Ah bah alors c'est assez simple. Si on reste sur du carné, on va avoir bien sûr le poisson, les fruits de mer. Si on veut quitter ça, on arrive sur les sous-produits, donc les produits laitiers, le fromage, les œufs. Là aussi, toujours avec la notion de qualité derrière. Et puis après, on pourrait largement végétaliser. On a quand même toutes les légumineuses. On a des préparations aujourd'hui à base de tofu qui sont intéressantes. À compléter. On va avoir quoi d'autre? Les oléagineuses qui sont extraordinaires. On a des croisements avec, je prends l'exemple du mafé. En fait, il faudrait qu'on revienne à l'humilité de ces cuisines du monde. Rappelons quand même que l'humanité va bien aujourd'hui, est l'espèce dominante, et que même en France, avant, je dirais, la Première Guerre mondiale, on était viande peut-être que le week-end. Et en plus, on mangeait l'ensemble de la bête par respect. On savait d'où ça venait, on voyait. Voyez. Et en semaine, on était plutôt végétarien. Et ça choquait personne. J'ai vu l'autre jour dans les journaux que, oh mon Dieu, les Corses mangent de la viande qu'une fois par semaine. Oh, les pauvres. Mais non, arrêtons les bêtises. On va très très bien. Et d'autant plus si on mange une viande de qualité. Vous voyez? Et enfin, si on sait la cuire. Parce qu'on est tous là à vouloir courir sur de la prot et sur du fer. Je vous parle de ça quand je vois avec mes sportifs. Mais une viande qui a dépassé 65 degrés à cœur, son fer est très très mal absorbé, moins bien que celui du persil. Pourquoi? Parce qu'il est devenu hyper toxique, pro-oxydant. Et enfin, les protéines, par la réaction de Maillard, ont été séquestrées par cette réaction et se retrouvent avec une valeur biologique, c'est-à-dire une qualité protéique qui est un peu moins bonne que celle du soja. Et c'est quoi votre regard sur un peu ces imitations de la viande? On voit de plus en plus de steaks végétaux. Est-ce que c'est bonne chose, mauvaise chose selon vous? Alors, moi, je vais être très pragmatique. À un moment donné, quand on décide de se détourner de la viande, ça sert à rien d'aller chercher une similitude, quelle qu'elle soit. Parce que manque de peau, effectivement, on tombe sur des aliments ultra transformés qui n'ont aucun intérêt. Et deuxièmement, et c'est là qu'il y a un piège, c'est qu'en général, on n'a pas la concentration protéique de qualité. Et qui sera en plus de médiocre qualité par rapport à quelqu'un qui sait, comme ses traditions culinaires, qui sait que un haricot rouge avec du riz, c'est complet, ou avec du maïs, des lentilles et du riz, c'est parfait. Vous voyez? Donc, je pense que nos industriels ont une capacité vraiment à pouvoir faire quelque chose de qualité qui s'y mettent. Parce que là, en simili-steak, on n'y est pas du tout. Et puis, il s'agit aussi, au-delà de la nutrition, au-delà de consommer moins de viande. On a compris ce message. C'est important de consommer moins de viande pour se préserver du changement climatique, au moins essayer de le ralentir autant que possible. Il s'agit aussi de penser la cuisine du futur, parce que on va manger plus vert, mais aussi dans les prochaines années, il y a des légumes qui vont probablement disparaître sous l'effet du réchauffement climatique. Plusieurs études l'ont montré. Julien Sebag, comment est-ce que vous percevez cette alimentation du futur? Est-ce que vous en avez conscience et est-ce que vous y réfléchissez dans les cartes que vous composez? Julien Sebag? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Allô? Oui, c'est à vous, Julien Sebag. Oui. Ah, super. Oui, donc ce que je disais, c'était que, écoutez, moi, quand je pense à demain, j'essaye de limiter la casse au maximum, donc d'avoir une conscience écologique au maximum dans mes cartes, et donc consommer de manière la plus écologique possible. Donc, c'est-à-dire en essayant de travailler le maximum local et de ne pas trop m'habituer aux produits qui viennent de très loin et à consommer le plus saisonnier possible. Afin de citer avec ce qui me semble le plus logique en termes d'écologie. Et à mon avis, c'est ce qui va se passer dans le futur. Donc, en toute humilité, à part essayer d'avoir le moins d'impact possible, j'ai pas grand-chose à faire de plus. Et je pense que dans le futur, c'est un peu vers ça qu'on va devoir se tourner. Donc, est-ce que c'est des bonnes habitudes déjà à prendre? Moi, perso, je ne le vois pas du tout comme une tare. Au contraire, je le vois comme un énorme avantage, comme je le disais tout à l'heure. Et je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut voir l'alimentation de demain. Mais moi, j'entendais ce que vous disiez au tout début de la conversation en parlant du régime méditerranéen. Moi, je viens de la Méditerranée et c'est un régime que j'ai depuis que je suis tout petit, un mode d'alimentation, que j'ai depuis que je suis tout petit. Et au final, sur lequel on retourne aujourd'hui, je pense que finalement, l'alimentation du futur, c'est un peu celle du passé. Au final, on va retourner dans le passé parce qu'on s'est rendu compte, on va vite se rendre compte qu'on allait beaucoup trop vite et trop fort et trop loin dans le délire. Donc, il va falloir juste revenir un peu aux fondamentaux. Et puis voilà, je pense que tout ça est juste une question d'humilité et ça va le faire.
Je précise juste pour nos auditeurs, évidemment, que le régime méditerranéen, c'est un régime principalement basé sur des ingrédients végétaux, ce qui le rend faible, notamment en matière grasse, voilà, et en protéines animales, donc comme la viande. Est-ce qu'il y a aussi, Julien Sebag, des céréales auxquelles vous vous intéressez maintenant dans votre cuisine? Je pense notamment au fonio qui a été récemment redécouverte. Ça, c'est des céréales, voilà. Pas nouvelles, mais qu'on utilise à nouveau en vue du réchauffement climatique. On se dit, tiens, on va essayer ces produits qui sont notamment plus résistants à la chaleur ou qui consomment moins d'eau. Ah, je vous avoue que moi, j'en suis pas forcément encore là dans ce mode-là de réflexion. Par contre, j'ai une utilisation des légumineuses qui est très 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 présente, et des fruits à coque aussi qui est très très présente. Déjà parce que il y a de très bons apports, et puis ensuite parce que ça permet aussi de sentir qu'on a une alimentation quand même qui est variée et qu'on ne manque pas psychologiquement, qu'on se sent bien rempli à la fin d'un repas, alors qu'elle a été constituée uniquement de végétal. Donc ça va être l'usage de lentilles, de boulgour, de semoule, de riz, mais plusieurs riz, des riz noirs, des riz vénérés, etc. Et puis varier ces légumineuses et varier les fruits à coque permettent de ne pas se lasser dans la consommation végétale, et puis d'avoir les bons apports qu'il faut. Charles-Antoine Winter, en fait, il y a un univers de possibles dans le végétal, dans les légumineuses, le riz, comme nous le disiez très justement Julien Sebag, il y a plein de riz différents, pareil pour les lentilles. Finalement, ça se travaille un peu à l'infini, le végétal. Ah bah complètement. Et l'offre est, pour ainsi dire, infinie. Après, pour revenir sur le fonio, oui, c'est super. Maintenant, n'oubliez pas une chose, c'est qu'on doit, certes, je dirais que la résilience environnementale, il faut emmener le client avec. Donc si vous lui servez du fonio alors qu'il ne connaît pas, ça peut être un petit peu tendu au début. Donc il y a vraiment, et c'est pour ça que je reviens sur cette culture qui devrait être présente dès l'école, en fait. Ce serait hyper important pour ouvrir à ça. Je reviens vite sur l'alimentation du futur. Je tiens à rappeler que omnivore n'est pas un isme. Omnivore, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut manger de tout. Ça ne veut pas dire qu'on doit manger de tout. Ça, c'est une vision très capitalistique. On peut manger de tout. Et donc l'avenir, ça va être quoi? Ça va être d'être un petit peu humble. Et j'aime beaucoup Julien qui dit ça souvent. Et c'est vrai qu'on doit retourner à l'humilité. C'est qu'à la base, on bouge, on est nomade. Et donc, si on veut manger de la viande parce qu'on adore ça, hop, on migue du côté viking. Si on veut manger plutôt végétal, on migue du côté équatorial. Si on veut manger méditerranéen, on reste où on est. Vous voyez? Et à mon avis, la pertinence, ça va être là. C'est qu'à un moment donné, on s'adapte un peu au lieu où nous sommes pour manger avec la pertinence du lieu. Julien Sebag, vous nous avez parlé, Charles-Antoine Winter nous parlait d'éducation. Est-ce que l'éducation, elle passe par les chefs, par vous et tous les autres chefs dans les restaurants, c'est-à-dire un peu initier les palais à des nouveaux goûts, à davantage de végétal dans l'assiette? Ça passe par là aussi, vous avez un rôle à jouer là-dedans? Ah oui, bien évidemment. Moi, le meilleur compliment qu'on puisse me faire à un client qui vient dans un de mes restaurants, c'est me dire: vous m'avez fait réaimer le chou-fleur, vous m'avez fait réaimer ou redécouvrir le brocoli. C'est le meilleur compliment possible. Et puis évidemment, je passe du temps ensuite à expliquer que c'est pas si compliqué, et que finalement c'est très facilement reproductible à la maison. Et du coup, bien évidemment qu'on a ce rôle-là. Et puis, je pense aussi notamment aux réseaux sociaux. Moi, je fais beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, et je publie beaucoup de recettes sur mon Instagram. Et du coup, je mets énormément en avant des recettes avec les végétaux, avec des petits tips, des conseils de cuisine pour montrer qu'on peut se faire plaisir et puis faire des trucs hyper sexy, comme je disais tout à l'heure, avec des légumes. J'ai fait une recette de courgettes grillées, ou une recette d'abricots qui a fait plusieurs dizaines de millions de vues, alors que je la trouvais extrêmement simple et avec peu de conséquences et très banale. Et en fait, elle a vraiment retenti dans le regard des gens, parce que finalement, c'est des réflexes qu'on n'a pas forcément, et puis en fait, ça touche les gens de voir qu'on peut potentiellement se faire plaisir avec des légumes simples et peu chers, quoi. Merci beaucoup Julien Sebag. Je rappelle que vous êtes chef de plusieurs restaurants parisiens, dont Tortuga, et pendant l'été le restaurant Créature sur le toit des Galeries Lafayette. Merci aussi à vous Charles-Antoine Winter, diététicien nutritionniste.